Bonsoir à tous et bienvenue sur cet épisode spécial Halloween. En cette soirée très spéciale et très attendue, je vous ai préparé plusieurs petites histoires terrifiantes à écouter dans le noir. Il s'agit de légendes urbaines, le genre d'histoire qu'on se raconte entre amis autour d'un feu de camp, au cœur d'une forêt noire, en pleine nuit. J'ai essayé de recréer cette ambiance pour vous plonger encore plus dans ces récits, mais n'hésitez pas à jouer le jeu en vous installant réellement dans le noir avec vos écouteurs. Mais avant de nous plonger dans cette atmosphère lugubre, j'aimerais vous parler de mon nouveau projet, qui j'espère vous plaira. Je voulais créer du contenu qui apporte du positif, pour contrebalancer un peu l'horreur dont je parle sur la chaîne, et qui vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même et à réaliser tous vos objectifs. Créé en collaboration avec Kaedan, un passionné de psychologie et d'amélioration de soi, je vous présente notre nouvelle chaîne YouTube, Reya te parle. C'est une chaîne animée qui a pour but de vous donner des conseils précieux et des techniques pour vous faciliter la vie au quotidien. Elle s'adresse à tout le monde, quel que soit l'âge, mais particulièrement à ceux qui sont encore en études. Je vous mets un petit teaser pour vous donner une idée plus précise. Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Reya. Mon but, vous rendre la vie plus facile. Comment ? En mettant à votre disposition toutes les connaissances que j'ai accumulées sur la psychologie, le développement personnel ou encore le bien-être. Ça prendra la forme de petites vidéos où je vous donnerai des conseils et des astuces pour tirer le maximum de votre vie, être plus heureux et serein, atteindre vos objectifs, etc. En gros, tout ce qu'il faut pour que vous soyez la meilleure version de vous-même et meniez la vie que vous souhaitez, en prenant les rênes, plutôt que de vous laisser entraîner sans avoir le contrôle sur rien. Prêt à me suivre ? C'est parti ! Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je compte sur vous pour vous abonner et la suivre autant que vous suivez ma chaîne. Et si ça vous plaît, la partagez au maximum à tout votre entourage. Ça me tient vraiment à cœur de toucher le plus de monde possible dans ce nouveau domaine. Et aider les gens à surmonter des difficultés auxquelles j'ai moi-même dû faire face dans ma vie. Voilà, retournons à notre vidéo. Prêt à plonger dans ces histoires terrifiantes ? C'est parti ! Selon la légende, si vous regardez dans un miroir et que vous dites Candyman 5 fois, il apparaîtra derrière vous et vous tuera avec son crochet. Car vous voyez, le Candyman est un tueur vicieux, célèbre avec son crochet sanglant qui lui tient lieu de main. Il apparaît dans le miroir, puis en sort couvert de sang et d'abeilles, et ne pense à rien d'autre qu'à faire un carnage. On dit qu'il y a de nombreuses années, le Candyman était un vrai homme. À l'époque de l'esclavage, c'était un esclave noir du nom de Daniel Robitaille, qui travaillait dans une plantation à la Nouvelle-Orléans. C'était un artiste peintre talentueux, et avait été choisi par le propriétaire de la plantation pour réaliser un portrait de sa fille. Une fois l'œuvre achevée, Daniel est tombé amoureux de la fille, et ce fut réciproque. Lorsque le père raciste a découvert que sa fille adorée entretenait une relation avec un esclave, il a rameuté une foule en colère et a chassé Daniel de la ville. Armé de fourches et accompagné d'une meute de chiens imposants, ils ont poursuivi le pauvre homme à travers nombre de champs et de ruisseaux. Finalement, épuisé par sa course, Daniel a ralenti et la foule l'a rattrapé près d'une vieille grange. Les hommes monstrueux ont saisi l'esclave et lui ont coupé la main avec une scie émoussée, dans une agonie insoutenable. Puis ils l'ont couvert de miel et l'ont jeté dans une ruche. La douleur que Daniel avait dû ressentir ne peut pas être décrite avec des mots. Il a succombé à ses blessures, mais pas avant d'avoir maudit les hommes qui l'avaient tué. Il a juré qu'il reviendrait d'entre les morts et se vengerait. On dit que son esprit ne pourra jamais trouver le repos éternel et qu'il parcourra le monde jusqu'à la fin des temps, apparaissant lorsque son nom est appelé 5 fois. Alors rappelez-vous, vous pouvez appeler le Candyman 1, 2, 3 ou même 4 fois, mais ne prononcez jamais son nom 5 fois, ou vous le regretterez amèrement. Pour jouer à Bleu bébé bleu, vous devez entrer seul dans une salle de bain, éteindre les lumières et verrouiller la porte. Puis, vous vous regarderez dans le miroir, les bras levés comme si vous berciez un bébé, et vous répéterez les mots « bleu bébé » 13 fois sans vous tromper. Si vous le faites correctement,
vous sentirez soudainement le poids d'un bébé invisible dans vos bras. Le bébé deviendra de plus en plus lourd et de plus en plus grand. Vous le sentirez griffant vos bras. Avant qu'il ne devienne trop lourd à porter pour vous, vous devez vous dépêcher de le jeter dans les toilettes, puis tirer la chasse d'eau et vous enfuir. Si vous ne le faites pas à temps, une femme hideuse apparaîtra dans le miroir. Elle criera « Rends-moi mon bébé !» avec un hurlement tellement fort qu'il brisera le verre des vitres. Si vous tenez toujours le bébé à ce moment-là, elle vous tuera. Certaines personnes pensent que la femme est Bloody Mary et qu'elle aurait assassiné son propre enfant lorsqu'elle aurait cassé un miroir, utilisant un des morceaux acérés pour poignarder le pauvre nouveau-né à mort. Selon cette légende urbaine, un groupe de filles a découvert l'histoire du bébé bleu et ont décidé de l'essayer. Elles n'y croyaient pas du tout. Elles ne pensaient pas que cela fonctionnerait. C'était juste pour s'amuser. Elles ont donc envoyé l'une d'elles, Laura, seule dans la salle de bain. Laura a éteint les lumières comme le voulait le rituel. A levé les bras et a commencé à réciter la phrase « Bébé bleu bébé » 13 fois. Soudainement, contre toute attente, un bébé est vraiment apparu dans ses bras et a commencé à la griffer. Laura était terrorisée et ne savait plus ce qu'elle devait faire. Elle voulait le lâcher et courir, mais elle était terrifiée de ce qui pourrait arriver. Elle est alors restée là, paralysée de peur, tenant le bébé invisible alors qu'il devenait de plus en plus lourd. Après un moment, elle a aperçu quelque chose d'innommable dans le miroir de la salle de bain et a hurlé de terreur. Lorsque ses amies l'ont entendu crier, elles ont essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Elles ont alors couru à la maison voisine pour chercher de l'aide. Lorsque la porte a enfin été forcée, elles ont pu voir le corps sans vie de Laura, étendu au sol. Ses yeux avaient été arrachés. Les secours ont été appelés, mais lorsqu'ils ont essayé de bouger le corps de la pauvre fille, ils n'ont pas réussi. C'était comme si quelque chose de lourd et d'invisible la plaquait au sol. Il y avait un garçon nommé John Smith qui vivait à Plainsfield, dans le Wisconsin. Il aimait beaucoup les chaînes d'emails effrayantes. Chaque jour, il passait un temps considérable à en trouver des nouvelles et les envoyait à tous ceux qu'il connaissait. Au bout du compte, il a commencé à créer les siennes et à les envoyer à des inconnus en plus de ses proches. Il adorait faire peur aux gens sur le net. Un jour, en novembre 2007, il a ouvert sa boîte de réception et a trouvé un message qui semblait provenir de 2 jeunes filles. Elles se présentaient sous le nom des Sœurs Smith et lui ont dit qu'elles étaient ses sœurs aînées, ce qui l'a un peu dérouté parce qu'il était fils unique. Elles lui disaient également dans le mail qu'il y a des années, elles avaient aussi vécu dans ces maisons. Il a répondu, écrivant qu'il n'avait pas de sœur et de le laisser tranquille. Le lendemain, il a reçu une réponse. C'était un message glaçant, avec des photos en pièces jointes. La première était celle de 2 filles. Elle était accompagnée d'une légende qui disait « Les sœurs Smith, assassinées par un tueur toujours inconnu ». Dans l'email, elle lui répétait de nouveau que c'était bien ses grandes sœurs, et qu'en 1993, elles vivaient dans sa maison, que sa chambre avait été leur chambre. Elles lui ont tout raconté sur leur enfance, leur vie, et à quel point elles avaient été heureuses, jusqu'à une nuit horrible. Très mal à l'aise, il a ouvert la 2e pièce jointe. C'était une image d'un vieil article de journal. En 1993, 2 sœurs ont été brutalement assassinées dans la petite ville de Plainsfield, Wisconsin. Lisa Smith, 19 ans, et sa petite sœur Sarah Smith, 15 ans, ont été attaquées à leur domicile la nuit du 17 novembre, aux alentours de 1h30 du matin. Les sœurs Smith étaient en train de dormir, lorsque le tueur est entré par effraction dans la maison. Personne ne les a entendus crier. Au matin, leurs parents ont trouvé leur corps caché dans le placard de la chambre. Elles avaient été écorchées vives. Le tueur était parti depuis longtemps, et aucune trace de lui n'a pu être retrouvée. Il est toujours inconnu. La police a mené une enquête approfondie, qui n'a donné aucun résultat. Le motif de l'attaque n'a jamais pu être découvert, ni aucune piste menant au coupable. Le seul indice que les policiers avaient pu trouver était une série d'emails étranges dans l'ordinateur de Lisa. L'affaire a été classée en novembre 2000. Dans le reste de l'email, les sœurs écrivaient qu'elles étaient en colère que l'affaire ait été classée et que les gens les aient oubliées. Elles étaient en colère que leurs parents aient tout fait pour les oublier aussi. Elles étaient en colère que leurs parents aient décidé de recommencer comme si elles n'avaient jamais existé et d'avoir un nouveau bébé, un petit garçon appelé John. Elles étaient en colère que leurs parents n'aient jamais parlé d'elles, ni de leur meurtre tragique à leur nouveau fils. John, aussi secoué qu'énervé, a répondu qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait, que les sœurs Smith, même si elles existaient,
n'était pas de sa famille et qu'il pensait que l'article de journal n'était qu'un montage. Moins de 5 minutes plus tard, une nouvelle réponse était déjà arrivée. Elle disait « Si tu ne nous crois pas, regarde dans le placard de la chambre. » C'était le dernier email trouvé dans l'ordinateur de John. La police a été incapable de retrouver l'expéditeur. Sur le sol du placard, la police a trouvé un message presque invisible, faiblement gravé dans le bois. Il disait simplement « Lisa et Sarah, 1993 ». En dessous, il y avait une autre gravure. « John, 2007 ». Personne ne sait ce que John avait fait après avoir lu le dernier email. Mais le matin, en se réveillant, ses parents ont découvert que leur fils avait disparu. Glacés d'effroi, ils sont directement allés regarder dans le placard de la chambre. Et leur plus grande peur a été confirmée. John était bien là, mort. Il avait été écorché vivant. Personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. La police n'a pu reconstituer que certaines parties de l'histoire, à partir du contenu de l'ordinateur de John. Les parents étaient dévastés. D'abord leur fille, ensuite, des années plus tard, leur fils. C'était trop pour n'être qu'une coïncidence. Un jour, une mère a emmené ses enfants faire du shopping au centre commercial de leur quartier. Sur le chemin du retour, il y avait un passage à niveau qu'ils devaient traverser. Alors qu'ils étaient en plein milieu, la voiture s'est bloquée, alors qu'un train arrivait au loin. Paniquée, la mère s'est acharnée pour faire avancer la voiture, avant de finalement abandonner et d'essayer de sortir. Mais c'était trop tard. Avant qu'elle puisse faire sortir ses enfants, le train les a percutés de plein fouet. La police a fouillé l'épave après l'accident et a retrouvé le corps sans vie des deux enfants. Ils ont également retrouvé les jambes coupées d'une femme adulte, mais la moitié supérieure de son corps n'a jamais pu être retrouvée. Peu de temps plus tard, une série de meurtres horribles a eu lieu dans la petite ville. Toutes les victimes étaient des enfants. Dans les cours d'école, des rumeurs ont commencé à se répandre parmi les élèves, à propos d'un monstre qu'ils appelaient Clic-Clac. Ils disaient que c'était le fantôme d'une femme qui n'avait pas de jambes. Selon l'histoire, elle avait de très longues griffes qu'elle utilisait pour se traîner, et ainsi se déplacer. Le nom Clic-Clac venait du son que ses ongles faisaient lorsqu'elle poursuivait ses victimes. Les enfants se sont mutuellement mis en garde de ne pas sortir après la tombée de la nuit. Clic-Clac arpenterait les rues après 18 heures, à la recherche d'enfants à tuer. Lorsqu'elle les attrapait, elle les tranchait en deux. Bientôt, tous les enfants de la ville connaissaient la légende de Clic-Clac et s'assuraient de verrouiller toutes les portes et fenêtres de leur maison la nuit. Un jour, une petite fille jouait dans son jardin, lorsque sa mère lui a demandé d'aller acheter du lait à l'épicerie du coin. La fille a obéi et a pris soin de s'assurer qu'elle rentrerait bien avant 18 heures, parce qu'elle connaissait bien la légende. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'épicerie habituelle, elle a découvert qu'il n'avait plus de lait. Elle a dû aller à un autre magasin, un peu plus loin, pour en trouver. Sur le chemin du retour, elle a regardé sa montre. 17h52. Elle a regardé autour d'elle et a vu les parents se dépêchant de rappeler leurs enfants à l'intérieur et verrouiller nerveusement leurs portes et fenêtres. Nerveuse également, elle s'est mise à courir et avait presque atteint sa maison lorsqu'elle a entendu un bruit étrange. Elle s'est retournée, mais la rue était déserte. Elle a accéléré, mais le bruit étrange semblait la suivre. Elle a couru aussi vite qu'elle le pouvait sur les derniers mètres, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin chez elle. Elle a frappé à la porte. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que sa mère s'était endormie entre-temps et ne l'avait pas du tout entendue. Brusquement, les coups à la porte se sont arrêtés. Quelques minutes plus tard, la mère s'est réveillée et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Lorsqu'elle l'a ouverte, elle a baissé les yeux et a hurlé d'horreur. Au sol était écrit, en lettres de sang, « Maman, pourquoi tu n'as pas ouvert ?» La fillette n'a plus jamais été revue. C'est l'histoire d'un chauffeur de bus qui travaillait dans le médical. Un jour, il transportait 20 malades mentaux à destination de l'hôpital psychiatrique public de la ville. Sur le chemin, il a eu soif et a décidé de s'arrêter pour prendre quelques verres à un bar. Lorsqu'il est revenu à son bus, il a été choqué de le trouver complètement vide. Les malades mentaux avaient réussi d'une manière ou d'une autre à se libérer et s'étaient tous échappés. Craignant de perdre son emploi, le chauffeur de bus a eu une idée diabolique. Il a conduit son bus le long de la route et s'est arrêté devant le premier arrêt de bus qu'il a trouvé. Il a ouvert les portes et toutes les personnes qui étaient en train d'attendre
sont montés sans se poser de questions. Il a fait ça jusqu'à avoir un nombre de passagers correspondant exactement à celui de malades. Le chauffeur a alors pris le chemin de l'hôpital psychiatrique et une fois sur place, a dit au personnel que ces patients étaient particulièrement violents et devaient être maîtrisés. Il a fallu plusieurs mois avant que la supercherie soit révélée au grand jour. À ce stade, plusieurs des innocents étaient réellement devenus fous. Les vrais patients mentaux n'ont jamais été retrouvés. Voici qui conclut cette vidéo feu de camp. J'espère que les histoires vous ont plu et vous ont bien fait frissonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et surtout, profitez bien de cette soirée où les esprits peuvent errer librement dans notre monde. Ça n'arrive qu'une fois par an. Joyeux Halloween!